Bonjour à toutes et à tous, Valentin Enfant avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le lundi 12 février 2018. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour de l'état du marché, ce qui s'est passé la semaine dernière, et on va préparer la séance et la semaine de trading. Alors, bonjour à vous Loïc, j'espère que vous allez bien. François que je salue également, Lagda, Ramsey, Pierre-Yves, Raymond, voilà, des habitués. Ça fait plaisir de vous retrouver. Bonjour Gilles, son image OK 5 sur 5, très bien. Bien écoutez, c'est parfait, on va pouvoir commencer avec l'avertissement égale sur risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors au niveau du résumé de la séance asiatique ce matin, on a alors comme vous le savez au Japon où c'est férié, donc le Nikkei ne code pas, le yen index, je dis bien index, n'est pas coté aujourd'hui. Il y a le yen qui bien évidemment fluctue, mais le yen index ne l'est pas. Le gold prend 0,65% avec le Hang Seng qui en prend 0,47 et la Chine progresse également. Au niveau du calendrier économique, alors dans un peu moins d'un quart d'heure, nous aurons l'inflation suisse qui sera publiée, attendue inchangée à 0,8%. Et enfin, on aura la déclaration budgétaire mensuelle des États-Unis à 20 heures. Et entre les deux, nous aurons le compte-rendu mensuel de l'OPEP qui sera publié. Il sera publié, il me semble, à 16 heures, me semble-t-il, en tout cas cet après-midi. Voilà, donc pas grand-chose honnêtement, ça va être une journée assez calme aujourd'hui. Donc on va pouvoir se focaliser un petit peu plus sur analyse technique. Donc bonjour à tous, encore une fois, ceux qui viennent de nous rejoindre. Le DXY, on commence par le Forex. Vous pouvez voir que le DXY enchaîne les journées de doji, donc les journées d'indécision. Sur le plan hebdomadaire, la semaine dernière, on a clôturé avec une belle hausse. On a clairement une étoile du midi qui a été formée, vous voyez. Donc c'était un signal haussier, ce type de configuration. Donc jusqu'à où peut-on espérer cette hausse? Eh bien, concrètement, la prochaine résistance se situe à la moyenne mobile à 50 jours, qui est proche de 91. Voilà, donc cette moyenne mobile, c'est, disons, la prochaine résistance majeure pour le DXY. Voilà. À noter, toutefois, que vous voyez que le momentum arrive dans cette zone, alors je ne dirais pas de résistance, mais plutôt une zone où à partir de laquelle il y a des chances, il y a des fortes chances que le cours soit rejeté. Vous voyez ici la dernière fois où le cours est passé au-dessus, eh bien on a eu concrètement on a eu une belle baisse qui s'est poursuivie. Et la majeure partie des fois où il a touché cette résistance, eh bien on a eu le point haut presque sur le prix qui a été réalisé. Donc voilà, cette résistance du momentum est à surveiller. Elle est à surveiller. On peut voir que le RSI redevient plat. Donc voilà, on n'a pas réellement de direction à court terme sur le dollar. Bonjour Olive, USD Yen, pensez-vous toujours une direction vers 110, 111? Envisagez-vous un repli possible vers 108 avant? Alors, très bonne question. Alors, déjà, pour répondre à votre première question, est-ce que j'envisage toujours un retour à 110, 111? Oui. Oui, si ça ne vient pas du dollar, ça viendra du yen. Le yen qui est quand même, regardez, on va le voir, le yen index. Vous voyez qu'il est quand même dans sa zone de résistance. Ça fait un an, presque un an qu'il évolue dans cette zone. Donc voilà, je préfère quand même croire plutôt au biais baissier qu'haussier. En plus de cela, on sait qu'on a la BOJ qui maintient son rachat des taux, son rachat d'obligations pardon à 10 ans à un taux fixe de 0,11%. Si on superpose un petit peu le euh, le yen index avec le 10 ans japonais, ça nous donne, alors c'est parce que bon, vous voyez que on a une zone de résistance si on regarde simplement le yen qui est par là, et vous voyez que c'est pareil, le yen, on a concrètement plutôt plutôt des taux qui sont baissiers. Si on regarde le spread, c'est ça le spread qui va être le plus important entre le 10 ans américain et le 10 ans japonais, c'est ça qui va être le plus intéressant pour trader l'USD yen. Donc si on regarde le spread entre les deux pays,
Voilà, on a quand même un spread qui invite à suggérer une hausse de l'USDN et je préfère croire à à ce rattrapage. Alors je ne dirais pas que voilà, l'USDN va casser son range dans lequel il évolue depuis l'été depuis le printemps 2017 même. Donc je n'envisage pas une cassure de 114, mais déjà un retour à 112, 68 me semble possible. Voilà, en plus de cela, d'un point de vue technique, on a toujours cette divergence haussière. Vous voyez que le prix marque des points, des prix de couture de plus en plus bas, alors que le momentum, que ce soit sur le RSI ou la MACD, eh bien, on a des prix qui vont des momentum qui vont de plus en plus haut. Oui, car il stagne depuis quelques temps. Oui, il stagne l'USD-Yen. On a d'une part l'USD, on peut le voir sur DXY qui a enchaîné les doji depuis 4-5 séances. Et de l'autre côté, on a le yen qui s'est vu renforcé au vu de la version pour risque qu'on a connue la semaine dernière sur les marchés actions. Donc on a eu encore une fois une perte de plus de 5% sur les marchés actions. Au total, ça fait une perte de plus de 10% depuis les plus hauts atteints en janvier. Donc forcément, on a des valeurs d'aversion risquée, alors qui s'apprécient pas tellement. C'est pour ça qu'on n'a pas la perspective d'avoir un crash boursier parce qu'on n'a pas non plus un réel appétit pour les aversions risque, mais on a quand même clairement l'aversion risque, les valeurs, les actifs d'aversion risque qui superforment. Donc voilà, le yen il a progressé légèrement. Le CHFC pareil, même si voilà l'aversion tend quand même à court terme à se détendre de plus en plus. Que veut dire le spread entre deux pays? Alors le spread en anglais c'est un écart, donc c'est l'écart des taux. C'est l'écart des taux, donc en comparant le spread de 10 ans américain avec le 10 ans japonais, on compare l'écart en termes de points entre l'obligation d'État à 10 ans américaine et celle japonaise. Oui, j'ai toujours mon opinion haussière d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, clairement l'USD-Yen, on peut le voir, est sur un niveau de support. On est dans un range depuis le mois d'avril, comme vous pouvez constater. Donc voilà, je préfère plutôt croire à une perspective haussière, que ce soit en termes des taux ou d'analyse technique. Euh, ces deux analyses invitent à suggérer des positions plutôt d'analyse haussière. Voilà. Maintenant, si demain on a une cassure hebdomadaire sous 108, là j'analyserai, je remettrai en question mon analyse, mais tant que ce n'est pas le cas, je préfère avoir gardé mon opinion aussi, clairement. Alors le NZD USD repli à la hausse, pourquoi il me semblait plus partir vers 0,70. Alors, Oli, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a un DXY qui est neutre, on a un DXY, vous voyez, qui enchaîne les doji, et donc forcément les moindres fluctuations sur les autres devises, eh bien un impact direct sur les paires majeures. Voilà, donc on a oui une petite hausse du NZD. Est-ce que c'est la fin du repli? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on peut aller chercher les 50%. Donc, donc voilà. Personnellement, cette petite hausse me semble pas très inquiétante. C'est une hausse, je dirais technique. On a eu une belle baisse, ouais, depuis le début du mois. Depuis le début du mois, le NZD a quand même perdu, avec quand même perdu plus de 2% en l'espace d'une dizaine de jours, ce qui est beaucoup. Donc c'est normal qu'on a un petit rebond technique. On a un petit rebond technique. Maintenant, voilà, je pense qu'on peut le NZD a clairement une perspective baissière jusqu'à 50% de retracement de cette tendance. Surtout que je pense que le dollar a plutôt un comment dire une perspective haussière à court terme. Ce qu'on a sur le marché obligataire, le 10 ans américain, qu'est-ce qu'on a sur le 10 ans américain, pourquoi il progresse autant? Moi, je pense concrètement, c'est un rattrapage de 2017. C'est-à-dire qu'en 2017, on avait quand même pas mal d'hausses des taux de la Fed. Normalement, c'est qu'une hausse des taux, ça a un impact sur les rendements. Or, en 2017, vous voyez qu'on a quand même eu 3 hausses des taux de la part de la Fed. Ces 3 hausses des taux n'ont eu aucun impact finalement sur les taux, les rendements obligataires. Donc voilà, normalement, qui dit durcissement des taux dit hausse des marchés obligataires. Donc là, en fait, ce que fait le marché, c'est que ni plus ni moins, il est en train de rattraper ce qu'il n'a pas, ce qu'il n'a pas réalisé en 2017. Donc c'est pour ça que ça va vite.
C'est pour ça que ça inquiète le marché, parce que ça va trop vite. Mais voilà, concrètement, c'est un petit peu ça ce qui se passe sur le marché obligataire, à mon goût, à mon sens. En plus de cela, on a la dette qui va être relevée hein, aux États-Unis, euh, et on a des cycles de plutôt de durcissement des politiques monétaires, de réduction des bilans. Donc forcément, tout cela n'aide pas le marché obligataire à être attractif. Et donc voilà, on a des tensions, ce qui a un impact direct sur le marché action et bien évidemment sur le dollar. C'est pour ça que le dollar, moi je pense que on va plutôt en avoir une hausse. Regardez un petit peu. Alors, le dollar en vert, les taux en 10, les taux en noir, pardon. Et vous voyez quand même qu'on a une corrélation plutôt positive hein, la majeure partie du temps. Alors j'ai pas plus d'historique que cela, donc on va pas pouvoir comparer. Mais euh, mais donc voilà, concrètement, vous voyez que le dollar encore une fois, il a une marge de progression selon moi. Alors je ne dirais pas qu'il va chercher ses plus hauts de fin 2016, début 2017, mais voilà, déjà un rebond plus important me semble largement possible. Exactement, Olive. Si le dollar ne décolle pas, voire baisse, les paires majeures telles que l'NZD-USD ne pourront pas baisser. C'est exactement le cas. C'est exactement c'est cette analyse qu'il faut avoir. Voilà. Que ce soit le NZD, l'euro, etc., ils progresseront tant que le dollar restera neutre ou baissier. Si on regarde l'euro-dollar, vous voyez que ce matin, il gagne légèrement du terrain. Voilà, maintenant, est-ce qu'on a fait le point bas? Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas. Si on regarde un petit peu les retracements de Fibonacci depuis le point bas de cette vague jusqu'au point haut, vous voyez qu'on si on envisage au moins 38% de retracement, c'est 1,2160. Si on envisage 50%, c'est 1,20 à peu près. Bon, moi, je pense clairement qu'il peut venir chez cette même mobile à 50 jours, voire même les 1,21, 1,20. Sur la livre sterling, consolidation autour de 1,40. Je pense que c'est ce scénario qu'il faut s'attendre. Si le cours revient dans cette borne basse de son canal, c'est, on va dire, la borne où, enfin, la zone où il faut commencer à s'intéresser aux positions acheteuses. Tout simplement. Donc si vous voyez que le momentum commence à venir arrive proche d'un niveau de support, le prix, si il arrive dans cette zone basse du canal, cette zone inférieure pardon du canal, ça pourrait être l'indicateur de timing pour entrer à l'achat. Mais on peut voir que le RSI est en train de marquer un bottom, donc là aussi il faut surveiller si on n'a pas une divergence qui va être créée. Sur l'AUD, on a une consolidation vers les 0,79. Voilà l'image du dollar, hein, du DXY qui consolide depuis 4 jours. Eh bien, le DXY consolide. L'or, on peut voir que c'est pareil. On a un petit rebond ce matin. Est-ce que c'est la fin de la baisse? Encore une fois, je ne pense pas. Je pense qu'on a une marge encore de baisse sur le dollar jusqu'à 1300, même si le plus gros a été fait. Et si vous n'avez pas pris des bénéfices à 1311, prenez-en, je pense, au moins une partie. Parce qu'on est quand même à la vente depuis 1347. Donc voilà, je pense qu'il faut prendre une partie à 1311, laisser courir le reste jusqu'à 1300. Sur le SDK, de la moyenne mobile à 200 jours fait office de résistance, à l'image de ce qu'on avait connu en fin décembre. Donc voilà, prudence. Tant qu'on n'a pas de culture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, on ne peut pas réellement avoir d'opinion haussier sur du court terme. Grosse volatilité instantanée sur les paires GBP avec les annonces IPC de demain. Alors oui d'ailleurs, au niveau du calendrier économique, on ne l'a pas fait, on va le faire ensemble. Calendrier économique de la semaine. Voilà, donc aujourd'hui on peut voir on a rien, on n'a pas grand chose. Hein. Demain on aura l'IPC du GBP. L'IPC donc annuel qui est attendu en légère baisse, 2,9%, léger ralentissement. Et au niveau du corps, hors produits alimentaires, etc., c'est attendu en hausse. Hein. Donc on peut voir que cette baisse-là, elle est probablement due donc soit de toute façon aux produits alimentaires, soit au prix de l'énergie. Donc voilà, mais l'inflation sous-jacente est attendue en accélération. Sinon, mercredi, nous aurons le PIB japonais.
le PIB allemand avec celui de la zone euro. Alors c'est les PIB prévisionnels, hein, c'est pas les PIB finaux. Donc voilà. Ensuite nous aurons l'IPC des États-Unis. Alors je pense que ça sera l'annonce de la semaine, étant donné que bien vous savez, hein, on peut le constater depuis le début du mois, ce qui a déclenché cet état du marché, cette aversion pour le risque, la baisse des marchés actions, etc., etc., c'est la hausse des salaires du NFP. Je vous rappelle, c'était le vendredi 2 février, lorsque là, les salaires sont ressortis en hausse de 2,9%, soit la plus forte hausse depuis janvier, depuis 2009, oui. Cette hausse des salaires qui est synonyme de hausse d'inflation et donc d'accélération du rythme de taux de la Fed. Donc voilà, cette IPC sera extrêmement surveillée. Vous voyez qu'elle a tendu en légère baisse. Si tel est le cas, si ça se confirme, bien dans ce cas-là, on devrait avoir une diminution des tensions. Maintenant, dans le cas contraire, une diminution des inquiétudes, pardon. Dans le cas contraire, on devrait avoir une hausse des inquiétudes et dans ce cas-là, je pense que on va rester dans ce type d'atmosphère qu'on a connu la semaine dernière, tout simplement. Donc, des marchés actions sous pression, un dollar qui va probablement s'apprécier dans la lignée de la spéculation quant à davantage d'os et taux de la Fed. Donc voilà, ça sera vraiment l'annonce. Je pense le rendez-vous de la semaine, ça sera mercredi pour l'inflation américaine. Et ensuite nous aurons quelques autres statistiques comme le taux de chômage australien, quelques chiffres manufacturiers américains et enfin l'indice de confiance prévisionnel du Michigan et voilà, clairement on aura un petit peu de statistiques mais voilà, le plus gros sera mardi et mercredi. Laquelle sera le plus touchée à votre avis? Alors, que vous voulez dire par là alors? Ah, par rapport au pair en GBP, eh bien, demain on aura le GBP USD déjà, avec mercredi également que ce soit demain l'inflation du Royaume-Uni et mercredi l'inflation américaine. Donc le GBP USD sera assez volatile demain et après-demain à mon avis. Donc on va pas prendre de décision trop tôt, je pense, mais voilà, ça va se jouer avec les deux chiffres de l'inflation. On aura également l'euro GBP avec le PIB prévisionnel de la zone euro. Alors, actuellement, analyse technique, je pense, invite plutôt à suggérer des positions vendeuses sur le GBP-USD. On est quand même en haut du biseau. On est proche de la moyenne mobile à 200 jours. Donc, et on est au prix de clôture de 2017 à 0,8885. Donc voilà, un retour à 0,89 serait une opportunité de vente pour du court terme et viser les 0,8750. Et en parlant du PIB japonais, s'il est mauvais, aidera-t-il la hausse de l'USD-Yen? Et inversement, bien évidemment, oui. Si on a un PIB du Japon qui est décevant, dans ce cas-là, le yen devrait se déprécier et on devrait avoir une hausse de l'USD-Yen. Et vice-versa. Alors j'ai une question sur l'euro UD. L'euro UD, qu'attend de l'euro UD? Moi je pense qu'on peut plutôt s'attendre à une consolidation. Si on a une hausse du dollar, l'AUD comme l'euro seront sanctionnés. À l'image un petit peu de ce qu'on a depuis le début du mois, vous voyez que on a clairement le DXY depuis le début du mois qui est haussier. Vous voyez, depuis le début du mois, il est haussier. Mais par contre, l'euro UD, voilà, il est à changer parce que ces deux devises, on va dire, réagit globalement de la même façon lorsqu'on a une hausse ou une baisse du dollar. Voilà, donc l'euro UD n'est pas très intéressant à trader. À part d'un point de vue technique, on peut voir que la moyenne mobile à 200 jours est quand même assez efficace. C'est pour cela que lorsqu'on a un retour sur la moyenne mobile à 200 jours, c'est généralement un bon prix d'entrée pour passer à l'achat et anticiper une super performance de l'euro, parce que c'est bien cela dont ils font spéculer, je pense, sur l'euro UD, c'est une super performance de l'euro. Mais voilà, en dehors de la moyenne mobile à 200 jours, honnêtement, c'est une paire qui n'est pas très très intéressante, je trouve, à trader. Donc voilà, je m'abstiendrai à vous donner des scénarios parce que je pense qu'ils sont
à l'image du cours, personnellement, je n'en trouve pas des très bons. Alors, je regarde vos questions. Alors, le DAX, j'ai des questions sur les indices, donc on va passer sur les indices. L'Eurostoxx, ouais, qui a maintenu ses 3300. Alors, pour info, j'ai écrit un article analyse technique, donc qui a été publié ce week-end pour tac tac tac, voilà, analyse technique DAX, Nasdaq 100, Nikkei et ASX, qui est l'indice australien. Et et voilà, concrètement, on va regarder parce que c'est le graphique en ligne et le graphique en ligne peut donner. Je vous invite quelquefois à regarder le graphique en ligne, il est assez intéressant. Donc, on peut voir donc le DAX qui, tant qu'il garde les 12 000, on va dire qu'on a plutôt un potentiel haussier intéressant. Bon, maintenant, s'il casse 12 000, je dirais pas que ce serait dramatique, mais il faudra anticiper des replis beaucoup plus importants, comme un retour à 11 500, voire même 11 000. Ouais, mais le DAX, 12 000, on peut voir que c'était un bon niveau de support en août-septembre. C'était également un support une fois qu'il a été cassé, on a eu la cassure, le pullback, hop. Donc là, concrètement, soit on a par la suite une épaule qui est formée, dans ce cas on a l'épaule, tête, épaule, la ligne de coup qui est à 12 000, et dans ce cas-là, à la cassure de la ligne de coup sera un signal baissier. Ou alors, on a un triple test du support, 1, 2, 3, avant de repartir à la hausse. Voilà, c'est peut-être cela qui est en train de se former. Mais en tout cas, là, on a un fort niveau de support sur la seule psychologique ou un niveau de clôture mensuel, comme vous pouvez constater. Donc voilà, 12 000, je pense que c'est un niveau intéressant à payer sur du swing trading. Maintenant, faut garder à l'esprit qu'on a quand même un marché obligataire qui est sous pression. Qui dit marché obligataire sous pression, dit marché action sous pression. Voilà, maintenant si on regarde un petit peu Wall Street, moyenne mobile à 200 jours qui a été sauvegardée sur le Dow Jones, sur le S&P, c'est pareil, testé mais sauvegardé. Le Nasdaq, c'est pareil, vendredi 9, vous voyez, pile poil à la moyenne mobile à 200 jours. Je vous rappelle que la moyenne mobile à 200 jours n'a pas été dépassée depuis, vous voyez, depuis qu'elle a été dépassée depuis que le cours est passé au-dessus en juin, on va dire pendant le printemps-été 2016, que ce soit sur le Nasdaq, sur le Dow Jones ou sur le S&P. Ce qui fait de cette moyenne mobile un niveau de support très important. Tant que la moyenne mobile à 200 séances est sauvegardée, je préfère suggérer une hausse depuis ce niveau de prix plutôt qu'une baisse. Maintenant, si on a une clôture en dessous de la moyenne mobile, je pense que ça sera inquiétant. Je pense qu'il faudra arrêter de chercher des points d'entrée acheteurs sur du swing trading moyen terme. Mais là, concrètement, on est quand même à une décote de plus de 10% depuis les plus hauts. Donc voilà, un nouveau test de cette moyenne mobile serait, je pense, un niveau de prix intéressant pour passer à l'achat. Voilà, maintenant, il faut garder un œil quand même sur le marché obligataire. Et donc forcément, si on a un marché qui a un potentiel haussier sur le marché américain, on va normalement avoir un potentiel haussier sur les marchés mondiaux, tout simplement. Parce que le repli qu'on a eu sur Wall Street, c'était également sur tous les autres indices majeurs. Bon, en plus, le DAX est quand même un revenu à un niveau de prix de momentum assez intéressant. Avec les 12 000, encore une fois, on était sauvegardés. Donc voilà, 12 000 pour moi, c'est un niveau qui se paye. Comme j'ai écrit dans mon article tout au long de la semaine dernière. Pour viser à court terme 12 650. Et à moyen long terme, si vous voulez garder, c'est les 13 000 points. La IBEX, on est passé un petit peu en dessous de 10 000 à cause de ce marché obligataire. Donc concrètement, le seuil a bien été enfoncé sur de 10 000. Mais voilà, je garde mon opinion haussier. Premier objectif à court terme, 10 000. Et ensuite, ça va être 10 500 et encore plus haut. Le CAC, c'est pareil, les 5 000 ont été sauvegardés. La zone de support ici en swing qui a été testée vendredi, c'était un signal d'achat. Direction à court terme, les 5 300. Et l'Eurostoxx, c'est pareil. On peut voir que les 3003 ont été sauvegardés. Et donc, le potentiel aussi à court terme, c'est 3500, enfin à court terme, en swing trading. Et à moyen long terme, on vient viser les 3007 et même au-dessus. Voilà. Et en intraday, pour le DAX, un indicateur de point pivot fera très bien l'affaire. En plus de ces niveaux techniques majeurs que nous avons
affichés à l'écran, 12 633, 12 078 et 11 921. Voilà, donc moi je pense clairement d'un point de vue moyen terme, les indices sont sur des niveaux de support assez intéressants. Est-ce qu'il faut passer à l'achat? Alors ça, c'est tout dépend de votre risque, mais voilà, on est sur des niveaux de prix très intéressants. Faut garder un œil sur le marché obligataire. Faut garder un œil sur le marché obligataire. Plus il va se tendre, plus le momentum va être important. C'est pas tellement la vente du marché obligataire qui fait pression, c'est plutôt le momentum, parce que parce qu'on peut voir que voilà, le marché obligataire il baisse quand même depuis le 10 septembre au 26 janvier. Si on regarde le DAX, on a quand même une hausse alors que le marché obligataire était baissier. Donc c'est pas incompatible. C'est pas parce que le marché obligataire baisse que que voilà, on a une baisse qu'on va avoir une baisse des marchés actions. Donc voilà, faut faire juste attention du momentum. Et on va dire que lorsque le cours va évoluer en dessous de sa moyenne mobile à 20 jours, qui est sa moyenne mobile à court terme, on va avoir un momentum quand même assez puissant. Donc voilà, l'idéal, je dirais, c'est que le cours, s'il se déprécie, c'est que le cours reste quand même au-dessus de cette moyenne mobile. Ou en tout cas très très proche, mais qui s'en éloigne pas beaucoup. À l'image un petit peu de ce qu'on avait ici, vous voyez, il oscillait proche de la moyenne mobile. Bonjour, je voulais savoir si les valeurs refuges évoluent dans le même sens. Alors dans le même sens que quoi? Dans le même sens que euh, le yen, le franc suisse, marche obligataire. Alors déjà le valeur refuge, c'est alors la valeur refuge par excellence, vous savez, c'est l'or. Ensuite vient, on va dire, le marché obligataire avec le yen et le franc suisse. Voilà, c'est, on va dire, les quatre valeurs d'aversion au risque. Je dis bien d'aversion au risque. Hein. Et oui, ils évoluent dans le même sens. Alors, si on a un marché obligataire qui baisse, c'est-à-dire qu'on a des rendements qui augmentent. Voilà. Donc voilà, si vous regardez un petit peu le gold, c'est pour ça qu'on n'a pas réellement, vous voyez que si vous regardez le gold, eh bien au final depuis le début du mois, depuis le début du mois de février, il est baissier, tout comme les marchés actions. C'est pour ça qu'on n'a pas réellement de crack, parce que voilà, on n'a pas réellement d'aversion réellement pour le risque. Vous voyez que depuis le début du mois, l'or il est baissier, tout comme le marché action ou le marché obligataire. Voilà, donc on n'a pas réellement d'aversion au risque, c'est pour ça qu'on n'a pas réellement de crack. Hein. C'est plutôt clair. Donc voilà, même si l'appétit pour les valeurs refuges a été présent, plutôt pour le yen ou le franc suisse, ça n'a pas été le cas pour le marché obligataire parce que les tensions sont venues du marché obligataire, mais ça n'a pas été le cas non plus pour le cours de l'or. Bon, maintenant on peut imaginer que si on n'avait pas eu ce crack, le cours de l'or aurait, ce crack. Si on n'avait pas eu ce repli sur Wall Street, on aurait eu un cours de l'or qui aurait eu un momentum beaucoup plus important, un momentum baissier beaucoup plus important. Mais voilà, on peut voir que le dollar quand même, ça reste quand même il a été haussier quand même depuis le début du mois. Voilà. Et sinon au niveau du pétrole, eh bien on peut voir que les cours de pétrole ont cassé les canaux linéaires en place depuis l'été 2017. Donc on a clairement des signaux baissiers. Là le brut retrace 38,2. Vous voyez, on a un pullback à 60. Je pense qu'il va clairement retracer 60, jusqu'à 38,2, voire même potentiellement 50. Après, faut pas s'attendre quand même à un momentum trop important. Encore une fois, faut garder à l'esprit qu'un momentum trop important n'est jamais bon, soit dans les deux sens, hein, à la vente ou à la baisse. Le Brent, c'est pareil. Il a cassé son canal. Il a cassé cette oblique qui vient chercher tous les points bas depuis l'été, donc l'été 2017. Donc voilà, on n'a plus réellement à court terme des signaux
qui viennent inviter à mettre des positions acheteuses. Voilà, mis à part peut-être le fait que le momentum arrive sur un niveau assez bas, mais voilà, je pense que le prix peut encore baisser, tout simplement. Voilà, regardez, c'est là, c'est un petit peu le même, je viens de dire un petit peu le même scénario qu'on retrouve. On avait un momentum baissier qui avait entraîné le prix avec une certaine volatilité. Le RSI avait fait son point bas. On a eu un petit rebond, mais au final, le prix avait fait son point bas, on va dire 10 jours plus tard, une dizaine de jours plus tard. Donc voilà, on n'est pas à l'abri que le prix, même s'il rebondit actuellement, vienne faire son point bas 60 $. En tout cas, ça me semble peu possible que voilà, on ait une baisse à la verticale et ensuite une hausse directement. Ouais, ça me semble. Après, tout reste possible, hein, mais bon, ça serait surprenant de voir ce scénario-là personnellement. Donc voilà, je pense que un pullback à 65 $ est tout à fait possible. Le Brent, comme le brut, fait son retour à 60. Et ensuite, on est une baisse de nouveau à 60 $ avec une divergence haussière qui se forme. Voilà, ça me semble plutôt un scénario plausible pour la fin du mois. Voilà. À noter aujourd'hui encore une fois qu'on aura le rapport mensuel de l'OPEP qui sera publié. Et voilà, donc journée plutôt calme sur les marchés. On peut voir que les cryptos par contre s'apprécient ce matin. Donc voilà, hausse des marchés des crypto-monnaies, les marchés obligataires qui sont neutres. Vous voyez, ils réagissent plutôt peu. Les marchés actions, on a plutôt une légère hausse, un léger appétit pour risque. Le dollar qui est à l'équilibre, on va dire petite baisse ce matin. Donc les autres devises majeures s'apprécient concrètement, enfin mécaniquement remontent. Et au niveau des matières premières, eh bien qui dit dollar qui baisse, matières premières qui ont tendance à être haussières. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'état du marché ce matin. Pas de scénario. On reste sur l'achat dollar, je pense, sur du swing trading moyen terme. Ça me semble encore viable. Donc voilà. Face au yen ou au franc suisse. Je vous rappelle, franc suisse, le scénario est toujours le même. Direction 0,95. L'USD yen, direction 112. Et on revient sur un niveau de support encore important. Alors je sais que le timing, enfin, il se fait attendre, hein, cette hausse, elle se fait attendre. Mais voilà, dès qu'on aura une détente du yen, qui est qu'actuellement, on l'a vu sous résistance, l'USD yen pourrait progresser assez rapidement. Voilà. Donc USD yen, USD CHF restent des scénarios très intéressants, d'autant plus que l'USD yen est revenu sur un support. 108,57. Voilà. Il y a de trading possible en intraday sur les indices. Alors en intraday, on reste quand même sur une volatilité, même si voilà, la volatilité ce matin elle reste assez faible. La semaine dernière et la semaine précédente, on a eu des volatilités assez élevées. Donc voilà, ces baisses de volatilité, attention, parce que je vous rappelle, ces volatilités n'ont pas été créées pendant les séances européennes, mais plutôt à l'ouverture de Wall Street. Donc c'est l'ouverture de Wall Street qu'il faut faire attention. Mais en tout cas, en intraday, si on a un retour à 5083, je pense à un niveau de prix qui se paye sur c'est le premier niveau de prix qui se paye sur du court terme, swing trading ou moyen terme. L'idéal, ce sera un retour à 5000. Sur le CAC, le DAX, 12 078 et 12 000 points. Et l'Eurostoxx, 3 336 et 3 300. François qui me demande l'USD-CAD, eh bien l'USD-CAD, moi j'ai écrit un article dessus vendredi qui indique concrètement eh bien que l'USD-CAD est sur un timing au niveau de l'analyse technique très important. Parce que bien que je suis aussi sur le dollar US, là l'USD-CAD est clairement sous résistance. La moyenne mobile à 200 jours qui n'a pas réellement été dépassée, vous voyez, enfin on a un petit excès mais rapidement corrigé. Donc voilà, on est sous résistance, donc on peut pas acheter actuellement l'USD-CAD. On est sous résistance. Donc il faudra attendre soit la clôture au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, auquel cas sera un signal haussier direction 1,2837, ou alors une jambe de baisse, une impulsion haussière, une baissière pardon, sous cette moyenne mobile, une clôture sous la moyenne mobile à 50 jours, et ce sera baissier, direction les 1,24. Voilà. Mais donc pour le moment, je pense que le SZ4, il n'y a rien à faire. Honnêtement. Et est-ce que je vois le Bitcoin aller à 10 000? Alors, c'est une bonne question.
Honnêtement, ça me semble possible, mais maintenant, c'est un petit peu la roulette de vous dire s'il va aller à 10 000 dollars. Donc, bon, oui, ça me semble possible au niveau de l'analyse technique. Techniquement, vous voyez qu'on a un momentum qui est haussier. On a un beau rebond sur un moyen immobilier à 200 jours. Le momentum quand même qui a marqué un plus bas depuis, vous voyez, depuis juillet 2017, et même plus bas que juillet 2017. Donc voilà, on était sur un momentum très important. Donc c'est normal si on a un rebond, c'est normal qu'il soit technique et qu'il soit exclusivement technique. Hein. Il y a d'un point de vue fondamental, il n'y a aucune justification de ce rebond. Voilà. Donc vous voyez que 23,6% c'est 9100, 38% c'est 11 216. Donc si on a un rebond technique, vous voyez que ça peut se faire jusqu'à 10 000, voire même au-dessus, clairement. Donc oui, je vois bien le Bitcoin revenir à 10 000 maintenant. Voilà, nous verrons bien. Et voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Je vous souhaite donc une excellente matinée. On se retrouve sur les réseaux sociaux et sur le site DailyFX. Et sinon, pour le prochain webinaire, demain. Voilà, excellente journée à vous. À tout à l'heure sur les réseaux sociaux et à plus tard et à demain.